Oui, bonsoir. J'anime un café littéraire ce soir. Bonsoir madame. Autour de mon premier roman, qui s'appelle Les mythes MYTHES dans le placard, sorti aux éditions La Route de la Soie le 31 janvier 2023. Donc voilà, je m'appelle Sam et Léon, je suis originaire du Berry. J'habite Pouligny-Saint-Pierre depuis 2021. J'ai également vécu à Tours pour mes études de psychologie, puis 20 ans dans l'Eure-et-Loire. J'écris depuis l'âge de 12-13 ans, d'abord des aphorismes, pensées sur la vie, la mort, l'amour, l'amitié, puis des poèmes. C'est le roman Le Lion de Joseph Kessel, à l'âge de 14 ans, qui m'a donné le goût de lire, car il m'a totalement permis de m'identifier à cette petite fille qui allait trouver refuge auprès d'un lion. J'ai participé à mon premier concours à l'âge de 19 ans et j'ai remporté la première mention en poésie classique grâce à ces 3 poèmes que je vais vous lire. Musique. Déjà, ce mot glisse au fond de ma gorge et fait frissonner mon oreille, fond sur ma langue comme un sucre d'orge, avec presque un goût de groseille. C'est grâce à toi que mon esprit se forge, par tes symphonies, tes merveilles. Tu viens du bec des pinsons des rouges-gorges, aussi des ailes des abeilles. Liberté. Ô liberté, tu nous ouvres tes ailes pour nous envelopper d'une housse de velours. Alors nous volons vers de nouveaux horizons pour nous abandonner à cette floraison. Mais n'abusons pas de notre blanche colombe, elle deviendrait dangereuse comme une bombe. La volupté s'évanouirait et laisserait la place aux ténèbres, l'ennemi de la paix. Poésie. Des vers, des pieds, des quatrains, tes mots nous rendent sereins. Les mystiches à l'alexandrin, cela fait toujours très bien. Le monde apparaît plus vrai aux humains qui n'existaient que dans leur ombre sans raie de lumière, espoir de paix. Vers 2006, je me suis inscrite sur des ateliers d'écriture sur le net et cela m'a permis d'améliorer ma grammaire, ma conjugaison, en apprenant des livres comme le français correct pour les nuls et le Becherel. J'ai également testé l'atelier d'écriture en présentiel afin de vérifier si j'étais capable d'écrire devant des gens et en un temps imparti. En 2007, j'ai remporté la première place régionale d'un concours organisé par la Poste et pour lequel il fallait écrire un poème pour la Saint-Valentin. Voici le poème en question. Bonsoir. Bonne soirée, madame. Bonsoir. Ma tendre moitié, j'ai bataillé durement afin que tu sois mien, épuisant mon ardeur pour que tu m'aimes enfin. De mes yeux, tant de pleurs se sont écoulés, car je ne pensais par trop t'aimer. Je t'admire, toi mon homme, mon militaire. Le chemin qui t'a conduit jusqu'à moi, tu l'as foulé comme allant au combat. De toi, je suis extrêmement fière. Que dire de plus sinon je t'aime, conjugué à ta seule personne et à tous les temps, te le murmurer, te le susurrer, en faire un poème, ou te le chanter, le pourrais-je seulement? Je connais une bien meilleure manière, celle de te faire admirer le visage de l'amour, en te guidant jusqu'au firmament de sa lumière, comme on gravit les marches d'une tour. Je verrai ton regard s'adoucir sous l'incroyable clarté, dont aucun œil ne peut supporter la brillance. Et là, je saurai que j'ai triomphé, même si rien jamais n'est gagné d'avance. L'amour, à l'image d'une fleur fragile, a besoin de chaleur et de pluie, des baisers de soleil qui la rendront docile, et des larmes de joie pour qu'elle soit épanouie. Avec une amie, notre nouvelle Simon Berry était comptée, est arrivée 11e sur plus de 200 participants lors d'un concours sur le thème du voyage. De 2010 à 2012, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai proposé mes créations artistiques, pastel tendre, crochet, poterie. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs expositions de mes pastels consacrées aux étangs de la Brenne, aux fleurs. Avec mon binôme ici présent, nous proposons des expositions musicales, c'est-à-dire que je peins des acryliques sur sa musique, ou parfois c'est lui qui fait des musiques inspirées de mes toiles. Parfois aussi, nous travaillons conjointement sur un thème ou un terme qui nous plaît. Nous avons proposé une exposition musicale fin avril à Pouligny-Saint-Pierre
Et comme l'accueil des gens a été très favorable, nous avons prévu de recommencer chaque année à la même période, avec une nouvelle exposition à chaque fois. Vous pouvez découvrir ce que l'on fait sur notre chaîne YouTube intitulée Gossam l'art au naturel. Pour ma part, le 31 janvier dernier, j'ai publié mon premier roman, Les mythes MYTHES dans le placard, aux éditions La Route de la Soie. C'est un roman que j'ai écrit de 2008 à 2009. Cela m'a pris 9 mois environ pour aller au bout, contrairement aux 3 autres romans que j'ai entamés et que je n'ai pas soit terminés, soit retravaillés. Les mythes dans le placard parlent d'emprise mentale, de violence infantile à travers les thèmes basiques que sont la vie, la mort, l'amour, l'amitié, etc. On y trouve aussi des interrogations sur le Père Noël, l'histoire, la politique, la télévision, les sectes. Mon personnage principal est un garçon qui va grandir dans une famille où il va subir du dénigrement à travers des phrases en apparence anodines, mais qui vont à la longue impacter ses choix professionnels et amoureux. Nous verrons de quelle façon et s'il va s'en tirer d'affaires et comment. C'est donc aux éditions La Route de la Soie que j'ai confié mon manuscrit qui a été préservé dans son intégralité. C'est grâce à la chaîne YouTube Méta de Choc, créée et animée par Elisabeth Fetty, que j'ai découvert cette maison d'édition. Méta de Choc est une émission de métacognition appliquée à soi-même, c'est-à-dire pourquoi je pense ce que je pense, sur des sujets tels que la spiritualité New Age, l'ostéopathie, le militantisme, l'éducation positive, la psychanalyse, etc. En recevant des experts ou des personnes qui viennent témoigner. Et certaines de ces interviews ont été publiées sous format papier par La Route de la Soie. Cette maison d'édition a vu le jour en 2017 et a été fondée par Sonia Bressler, docteure en philosophie et épistémologie. La Route de la Soie, elle connaît bien pour en avoir parcouru 8000 km. C'est grâce aux cours qu'elle donne à l'université qu'elle peut financer l'impression des livres qu'elle publie et qui bénéficie du même service de distribution que Gallimard, c'est-à-dire que vous pouvez vous procurer des ouvrages, essais, romans, recueils de poésie, pièces de théâtre, partout en librairie et sur les plateformes telles que Amazon, la Fnac, Cultura, etc. Il est toutefois préférable de commander directement sur le site de la maison d'édition. Il faut savoir également que les livres sont imprimés à la demande pour des raisons écologiques. J'ai grandement apprécié l'éthique de cette maison d'édition axée sur le culturel et l'artistique. Elle a à cœur de faire se rencontrer les cultures, comme La Route de la Soie permettait les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe. Avant de vous présenter mon roman, vous pouvez me suivre sur ma chaîne Facebook Sam et Léon officiel et sur ma chaîne YouTube Du côté de chez Sam 2703 où je partage certaines de mes chansons, des poèmes mis en musique et des chroniques littéraires que certains livres m'ont inspiré et que je lis dans un coin de la nature. Mais commençons par le commencement, les mythes dans le placard, prologue. Les mythes MYTHES musellent la liberté individuelle, aussi sûrement que les mythes MITES grignotent les vieux habits relégués dans des placards. Au-delà de leur homonymie, ces deux prédateurs partagent un autre point commun, l'invisibilité. Nul ne s'est jamais vanté d'avoir surpris ces lépidoptères et d'en fournir une description exacte. Les mythes MYTHES restent tout autant imperceptibles. Ce ne sont ni des insectes trop minuscules pour être discernables à l'œil nu, ni des objets. À défaut de les tenir dans la main, ils sont manipulables. Ce sont des mots qui, ajoutés les uns aux autres, forment des phrases et qui, liés entre eux, donnent du sens. On peut les astreindre à exprimer ce que l'on veut. Aussi influence-t-on autrui en lui suggérant de façon persuasive la route à suivre. Les mythes sont des formules implacables, des ordres, des obligations qui ne tiennent compte ni de l'affect, ni du tempérament de l'être humain. Le mythe MYTHE revêt le costume du gentleman, superbe, élégant, distingué. Il inspire le respect par sa stature impérieuse. Le mythe MYTHE
se cache derrière le masque que l'on veut bien lui voir porter. C'est un caméléon qui se compose un visage de circonstance. Il est prétexte à la prétendue bonne conduite. Pour ne pas choquer en empêchant, il contraint. Ainsi n'est-il pas jugé castrateur en ne recourant pas à la forme négative. Au contraire, il pousse à l'action, tu dois. Son caractère optimiste lui confère un rôle moteur, il stimule. En réalité, il fourvoie. Néanmoins, ces deux monstres diffèrent en genre et en nombre. On parle souvent des mythes, M-I-T-E-S, qui, de sexe faible, agissent toujours en groupe. Les mythes ont abîmé ma jupe. Le mythe, M-Y-T-H-E, lui, de type masculin, singulier, n'a besoin de personne d'autre que de lui seul pour faire des ravages. Le mythe de Napoléon. Si jamais on ne les voit, on en constate invariablement les dégâts. Des trous dans les tissus ou dans la personnalité, béances dans l'essence même de l'être ou de la chose. À l'instar des mythes qui dévorent la kératine des vêtements, les mythes détruisent le moi, dégradation irrémédiable. Si contre les premiers la naphtaline existe, aucun hydrocarbure ne tient éloigné les seconds. Rien pour s'en protéger, sinon le courage de regarder au-delà des apparences, la clairvoyance et la capacité de recracher des idées préconçues, prémâchées, prédigérées. Aujourd'hui, sur les rives de mes 40 ans, je peux me flatter de m'être purgé de ces mythes, d'avoir eu la force de régurgiter ces idées préconçues, prémâchées, prédigérées, qu'on m'avait forcé à avaler, en ayant eu, au préalable, le courage de regarder au-delà des apparences et l'aptitude à voir distinctement, même si cela eut pour conséquence d'avoir à encaisser la ribambelle de mensonges auxquels on m'avait fait croire, tels des diablotins jaillissant de leur boîte et s'écrasant sur mon visage, stupeur de laquelle il fallut me relever. Cela ne s'est pas effectué en 1 minute, ni aisément. Ce fut un vaste et fastidieux voyage, un trajet jalonné de doutes, de désespoir, avec la tentation de rebrousser chemin. Je n'avais pas choisi l'allée la plus agréable, ni la plus fréquemment empruntée, comme au restaurant on commande le traditionnel steak frites. J'avais opté pour un plat dont les ingrédients m'étaient inconnus, non par zèle mais par curiosité, pour découvrir ce que recèle un menu aux appellations sibyllines, pour m'inonder le palais d'un goût inédit. Ne plus me contenter de la fadeur de l'habituel, au risque d'être déçu, pis d'en faire une indigestion. Pourtant, aujourd'hui, parvenu au bout du parcours, je sais que les blessures n'ont pas été vaines, qu'elles m'ont initié à une connaissance du monde, elles m'ont rempli de moi, conception que je n'aurais pas acquise autrement. Avec le recul, la souffrance me paraît bien futile, comparée à la paix gagnée. Qu'est-ce qui avait bien pu m'entraîner sur cette voie tortueuse, plutôt que de me laisser tranquillement flâner au gré des saisons, où nulle tempête ne serait venue me faire tituber? Peut-être ai-je cette faculté de déceler le dérangeant, l'anormal, le malsain, que cela appartient à mes gènes au même titre que la couleur de mes yeux ou la nature de mon sexe. C'est un processus complexe qui s'est nourri des miettes d'une éducation défectueuse, afin de me permettre de poursuivre mon odyssée, en appuyant le doigt sur des détails extérieurement insignifiants, mais qui, inconsciemment, insidieusement, à l'abri des regards, ont causé des altérations considérables et à long terme. Qu'est-ce qui avait permis à des grains de sable de venir enrayer l'engrenage? Un signal d'alarme qui résonnait en moi, se manifestant par un pincement au cœur, une larme à l'œil, une puce à l'oreille qui me susurrait « Attention danger !» et qui avait jeté un trouble dans cet infernal conditionnement qui bouffait ma confiance en moi au fur et à mesure que je grandissais. Petit à petit, les mythes me sont apparus plus clairement, sans en connaître la nature, tandis que j'avançais indécis sur le raidillon de la vie. Je me déplaçais à l'égal d'un aveugle qui ne sait ni où il va, ni même si ses pas le conduisent quelque part. Cependant, plus je progressais, plus les mythes se distinguaient nettement. C'est à 33 ans qu'ils se profilèrent devant moi et que je pus les nommer. C'est à 33 ans que je pris la décision la plus cruciale de toute mon existence.
Je compris alors que les mythes se présentent sous forme de vérité universelle, sacrée, que l'on appelle devoir, obligation. Il est possible d'en découdre avec les chevaux du mythe, à condition d'avoir trouvé l'extrémité du fil qui va favoriser son démêlage. Pour ceux qui l'utilisent, en abusent, ce terme est bien trop précieux, pédant, pour qu'ils en connaissent la véritable identité. Ces missionnaires se comportent à la hauteur de ce qu'on attend d'eux, imitant bêtement une démarche zombiesque, suivre le mouvement de la majorité, ainsi qu'une grosse vague soulevant une haleine de terreur et engloutissant la minorité, ceux qui arrachent les œillères, ceux qui écaillent le vernis, ceux qui bousculent l'ordre établi, ceux qui, comme moi, ne se contentent pas de la facilité, quoi qu'il faille s'égratigner et s'esquinter les ongles à gratter le sol aride pour exhumer une source de liberté à laquelle s'abreuver. Chapitre 1. À l'origine. J'ai toujours eu besoin de tout comprendre, observer, explorer, chercher en profondeur. Une nécessité, même si cela risquait de m'anéantir. Mon décortiquage avait d'abord concerné mes jouets, objets les plus facilement accessibles, puisque supposés m'appartenir. Construire, détruire, remonter, démonter, inlassablement. Je me souviens que vers 2 ans, j'entassais mes Legos, les uns sur les autres, le plus haut possible, afin d'atteindre des sommets vertigineux. Je m'imaginais être une fourmi se hissant jusqu'à la cime. Je sentais alors une apesanteur me soulever de terre, en même temps qu'un frisson de frayeur chatouillait ma nuque. Puis ma tour s'écroulait. Cet ensemble qui, la seconde auparavant, ne faisait qu'un, se morcelait sous mes yeux en se divisant en une myriade de fragments multicolores. Je recommençais, en prenant garde à ce que les cubes soient empilés dans le prolongement parfait les uns des autres. Toutefois, le résultat était le même. J'avais la sensation qu'un peu de moi-même périssait aussi. Apprentissage douloureux, ô combien bénéfique de la frustration. Je compris très vite que je pouvais être celui qui renverse, à l'instar de cette force invisible qui intervenait. Là, ce n'était plus la main divine, mais la mienne qui jouait les avions kamikazes. Bang, en plein dans le mille. Je ressentais une jouissance inépuisable à massacrer ce que je venais de bâtir. Cette tour, ce n'était plus moi. Elle m'était totalement distincte. Peu à peu, je réalisais qu'il est plus laborieux de construire que de détruire. Construire demande de la patience, de la concentration, de l'investissement. Détruire se résume en une explosion. Quelques années plus tard, âgé de 6 ans, je déboîtai le bras de mon Superman en plastique, ce qui me valut une engueulade homérique de la part de mon père, parce que je ne parvenais pas à le replacer. Lui non plus d'ailleurs. Le super-héros, devenu manchot, dégringolait de son piédestal. Il me fallait des objets que je puisse démanteler et remonter. Je commençais avec les stylos à billes, ceux au corps transparent qui exhibent ce qu'ils ont dans le ventre. Après avoir retiré le goupillon et le bouchon indiquant la couleur de l'encre, je glissais, hors du cylindre rigide à section hexagonale, le tube souple contenant le liquide avec, à l'une de ses extrémités, sa tête conique de laiton, contenant la fameuse bille à rotation qui déverse son sépia au contact de la feuille. Pas de grosse surprise, mais l'avantage de le remettre en état très rapidement et très facilement. Je passais à la vitesse supérieure en optant pour des stylos à la pointe rétractable. Les corps opaques ne dévoilaient rien de leur intérieur, amplifiant mon excitation qui ne demandait qu'à être comblée par la visualisation de la complexité du mécanisme. Ressorts, anneaux de ferraille. Néanmoins, c'était de la bagatelle comparée à l'ingéniosité du rouage des montres. J'étais ébahi devant les aiguilles disloquées de leur socle, ne trottant plus, soumise à ma seule volonté. Ces petits plateaux sur lesquels gisaient de minuscules roues que des ressorts miniatures faisaient normalement tourner. J'eus tout le loisir de les contempler de nombreuses années durant, car, une fois éventrée, je ne pus jamais reconstituer la dite montre.
Afin de rafistoler chaque élément, j'empruntais la pince à épiler de ma mère, qui, s'interrogeant sur l'utilité que je pouvais bien en tirer, m'en servais-je pour débroussailler mes sourcils, qu'elle inspectait d'un air contrarié quand je lui rendais son ustensile, la réclamait à grand renfort de braillements. En revanche, le tic-tac était en berne. Le temps demeurait à jamais suspendu dans le gosier de ma montre de communion. Je n'avais aucun plan sur lequel me baser, aucune personne pour me conseiller. Alors je fus obligée d'évoquer la perte pure et simple de mon bijou. Mes parents me traitèrent de tête en l'air, me spécifiant qu'un jour je la perdrais pour sûre. Si j'avais avoué la vérité, j'aurais encore porté cette étiquette de brise-fer. Au moins, ça me changeait de label. Qu'avais-je besoin de trifouiller ainsi les choses? Mes parents n'y voyaient qu'un plaisir sadique de casser, comme si j'avais eu le désir malsain de bousiller ces jouets qui avaient coûté si cher. Me venger de ce qu'ils ne m'aimaient pas assez, ou prélude au sempiternel refrain d'adolescence, vous n'aviez qu'à pas me faire. Si généralement ce goût pour la destruction se raréfie pour finir par s'apaiser totalement en grandissant, en ce qui me concerne, il est allé croissant. Mon incursion au cœur même des matériaux enfla et aurait pu s'étendre aux animaux. La dissection d'un batracien en cours de biologie au collège m'en dissuada définitivement. Nous étions organisés en groupe de 2 à 3 élèves assis sur de hauts tabourets devant un zinc recouvert de carrelage blanc. Le professeur distribua à chacun une grenouille vivante que nous épinglâmes afin de la maintenir immobile. Puis à l'aide du bistouri, nous découpâmes la peau moite de son ventre et observâmes l'intérieur de son organisme. C'était fascinant et répugnant à la fois. Je ne pouvais m'empêcher de me mettre à la place de cette bête inoffensive, crucifiée au nom du programme scolaire. Je ressentais la souffrance qui, sans l'ombre d'un doute, était la sienne. Au stylo et aux montres, j'étais sûre de n'administrer aucune douleur. Là, je culpabilisais et m'interroger sur le bien fondé d'une telle action ne me soulageait nullement. Découvrir ainsi le mystère de la vie, cette petite poire qui se presse automatiquement, l'épaississait davantage. Durant cette séance de boucherie amphibienne, je m'étais retenue de vomir devant les copains qui auraient sauté sur l'occasion pour m'infliger une honte inoubliable. Cela m'avait irrévocablement scié l'envie de réitérer toute exploration concrète dans la viscosité des viscères. Je préférais m'en tenir à la nébulosité d'une machinerie perceptible par des sens occultes que je semblais détenir en ma possession. Alors je triturais, je farfouillais, je tripatouillais les idées, les comportements humains, à la manière du garagiste qui fourre ses mains dans le cambouis, puis par extension, le fonctionnement de notre système de pensée. Est-ce que je continue? Ça vous intéresse ou pas ou... Non, on n'est pas très attentionné. D'accord. C'est pas grave. Vous n'êtes pas très libre? Pas trop. Non. Pour quelle raison? On prend pas le temps. Vous aimeriez bien? Je sais pas. Si vous aviez le temps? Non, c'est pas qu'on ne l'a pas, c'est qu'on ne prend pas. Ouais. Et si vous le preniez? Vous feriez quoi? Vous liriez ou vous feriez autre chose à la place? Ouais, on fait autre chose. On lit des BD. Les BD? Ouais. C'est de la lecture? Bah oui. Aussi, ouais. Vous parliez de mythes, justement. Là, je Oui. suis la sagesse des mythes de Luc Ferry. D'accord. Voilà. C'est une BD? Ouais, Ouais. c'est ça. Et vous préférez les BD parce qu'il y a des dessins? C'est peut-être ça. Ouais. Il y a moins à lire? Voilà. Non mais je trouve ça intéressant parce que ça reste des livres et Oui, oui, oui. ça reste quand même dans la thématique, on va dire. Sur les salons du livre, il y a aussi des BD, il n'y a pas que des romans, donc...
Après, ça doit être quand même, comment dire, ça porte à réflexion, ce genre de BD. Ça fait réfléchir, hein, si ça parle des mythes et... Ouais. C'est assez philosophique. C'est Zeus, voilà, Ouais. c'est limite like. Ouais. C'est le début. Et sinon, la dernière BD que vous avez lue, c'est quoi? Avant celui-ci? C'est le mec est mortinaire. D'accord, ouais. C'est les enquêtes? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tous les Astérix, Ouais. tous les Papins, bien entendu. Ouais. Voilà. Village aussi. Un petit village, j'aime bien. C'est autre chose. Ouais. Je ne fais pas de BD encore, hein. Peut-être un jour. Ouais. Sinon, ce qu'on lit, bah, c'est le journal. Ouais. Si on sait vivre, si on sait l'avenir, mais les romans, ou des essais, ou des... Bah non, je pense pas. Ouais. Ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Comme il y a des dessins, vous n'avez pas l'impression de lire en fait. Vous lisez sans vous rendre compte. Oui, c'est possible. C'est possible. Je me suis posé la question. Ouais. On a l'impression qu'on peut l'interrompre plus facilement D'accord. que par rapport à un livre où il y a des chapitres, où il y a des... Là, vous avez peur de perdre le fil. De ne pas vous souvenir après quand vous allez reprendre la lecture. De ne pas s'arrêter et de faire que ça. D'accord. Je sais que Ce serait pas si- Le vieil homme et la mer, j'ai lu d'une seule traite. Le quoi? Le vieil homme et la mer, Ouais. j'ai lu d'une seule traite. Il y a Ouais. longtemps. Ouais. Le lion aussi, d'une seule traite. Alors on s'arrête plus quoi. Le lion de Joseph Kessel? Ouais. 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 Faut savoir s'arrêter. Est-ce que ce serait grave sinon? Bah, c'est qu'on fait que ça. Ouais. Oh, c'est pas une distraction. Il y a pire comme distraction, il me semble. Oui, mais il y a le quotidien. Pas Ouais. le fait, Ouais. voilà, faut faire les courses, faire à manger, Bien faut sûr. travailler, faut faire du sport, faut Ouais. réparer, faut faire du bricolage, faut construire, faut... Ouais. Voilà, moi c'est tout le temps. Ouais. Puis après le soir de quoi, bah souvent on y va.